Bonjour à tous et bienvenue à Matin Bonheur. Très heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine de votre émission, au cours de laquelle aujourd'hui, bien évidemment, on décryptera le match des éléphants. Les éléphants qui étaient hier face aux Lesotho et Ngomble Konaté sera avec nous pour faire ce décryptage. On parlera aujourd'hui de la jeunesse et des difficultés à laquelle elle est confrontée avec deux dames, Madame Mawa Bakayoko et Madame Gay Oué Yolande. Et aujourd'hui, c'est vendredi. On aura avec nous Vanessa Amibara qui viendra nous parler de tuto malais et on refermera cette émission avec Madame Aoutou Elisa. Oui, aujourd'hui c'est vendredi, on va manger dans cette émission. Et bien voici le programme de votre émission de ce jour. Merci d'être en notre compagnie et surtout, merci de suivre la seule et unique matinale de Côte d'Ivoire. Ngomble. Comment ça va? Bonjour Rino. Bon, je veux dire, on garde le sourire. Hein. Voilà. Hier, les éléphants étaient face aux Lesotho. Bon, match nul, score vierge 0-0. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire à ce sujet-là aujourd'hui. Hein? Absolument. Bonjour Kevin. Merci d'être avec nous. Hein. C'est bien Kevin, hein, Doucouré. Ok, allez, on a un Kevin ici aussi dans l'équipe. Très heureux de vous retrouver. Et puis, voilà, avec Ngomble. Bien, on part tout de suite. On dit quoi, très cher? Hein, alors Reno, on va déjà voir le 11 des départs ivoiriens hier donc face au crocodile du Lesotho. À l'image, hein, on voit donc le 11 des départs Reno Kobia. Il y avait 5 changements majeurs donc, dans ce 11 des départs par rapport à l'opposition face à la Zambie. Aller n'a pas joué. Badr Ali Sangare était bel et bien dans les buts des éléphants. Et vous avez Simon Deli qui est donc remplacé par Wilfried Canon en défense. Kosono, Dylan et Hassan Kamara qui ont rejoint le groupe ont également été alignés hier en défense. Ils étaient titulaires. Wifriza débute dans le trio d'attaque à la place de Jérémy Boga. Jean-Evra Kwasi sur le côté, que vous avez bien Christian Kwame en pointe. Voici donc le décor planté. Le match pouvait commencer, Reno. Voilà. Et bon, le match a commencé et on a vu une domination mais vraiment à outrance, mais domination stérile. Effectivement, c'est ce que nous dit Hassan Kwasi, les éléphants en déplacement. Donc, en Afrique du Sud, pour affronter les crocodiles et les autos ont été tenus en échec. 0-0, le résumé nous est proposé par Hassan Kwasi. Les éléphants de Côte d'Ivoire peuvent nourrir des regrets. Opposés aux Lesotho pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, Serge Aurier et ses coéquipiers n'ont pu faire mieux qu'un match nul face à un adversaire classé 145e FIFA. Un match que les pachydermes démarrent pourtant idéalement avec le coup franc de Max Alain Gradel, mais le gardien du Lesotho repousse pour plus de précautions. Dans la foulée, Serge Aurier est tout proche d'ouvrir la marque, mais rien d'inquiétant pour le dernier rempart des crocodiles. Gênés considérablement par l'impact physique des joueurs du Lesotho, les poulains de Jean-Louis Gasset atteignent la pause avec un score vierge. Loin d'être démotivés, les éléphants accentuent la pression en seconde période, mais peine perdue. Malgré les 86% de possession de balles, ils ne parviennent pas à trouver la faille. 0-0, score final. La Côte d'Ivoire est tenue en échec par une vaillante équipe du Lesotho. Bon, vraiment, le Lesotho qui a joué avec le cœur, comme l'a dit Sylvain Russo, vaillante équipe. Et c'était surtout une rencontre historique, Reno, puisque c'est la première opposition des deux pays. Donc, on va dire la première rencontre footballistique entre les équipes A. 0-0. Vaillante équipe du Lesotho qui a vraiment joué regroupé derrière. 86% de possession de balles en première période. 7 tirs pour seulement 3 cadrés. On n'a pas réussi donc à décanter la situation. On a un international avec nous, Doucouré, qui est milieu défensif, parfois même offensif, Doucouré. Alors, comment expliquer le fait qu'avec 86% de possession des balles, on ne puisse pas donc faire la différence, surtout en première période, 45 minutes? Avec ce que j'ai suivi hier, moi je crois qu'on a manqué un peu plus de frappes. Il fallait beaucoup frapper, vu qu'on a bien tenu la balle. Mais après, il me dit, face à une équipe de Lesotho qui était bien en place, c'était difficile aussi. Ils nous ont laissé que des minimes chances d'avoir et de pouvoir scorer. Mais après, le résultat reste match nul. Bon à prendre, de lever la tête. C'est une expérience pour nous aussi, pour les matchs à venir, pour la CAN surtout. Les équipes vont venir comme ça. Et il faut toujours rester concentré.
Bon, j'imagine pour lui qui, forcément, rêve de jouer un jour en sélection nationale, le groupe qui a été aligné, là, il avait de la qualité. Ouais, quand on se retrouve sur le terrain, pour vous qui êtes au quotidien sur les pelouses, comment ça fait qu'on ne réalise pas que quand on se trouve à une certaine distance du poteau, là, il faut frapper au lieu de rester là tergiversé? Je ne comprends pas. Après, quand tu n'es pas sur le terrain, c'est différent aussi. Et le joueur doit se sentir à l'aise dans son corps, bien placé, pour pouvoir avoir une bonne vision de frappe et tout et tout. Voilà. Sinon, quand tu es téléspectateur, tu te dis c'est facile, pourquoi il n'a pas frappé, pourquoi il n'a pas fait. Bon, après, il faut être bien. Comment ça va être difficile pour nous? On regarde à la télé, c'est facile. Pour vous, c'est encore plus facile. Oui, et surtout que l'équipe qui a permis donc à la Côte d'Ivoire de s'imposer 3-1 il y a quelques jours ici, donc à Yamoussoukro, c'est cette équipe qui a été alignée par Jean-Louis Gasset, à part quelques changements qui ont été opérés en défense. Donc logiquement, on ne change pas une équipe qui gagne, et c'est cette équipe qui l'aligne. C'est-à-dire que vous avez dans les couloirs Crespo et Wilfried Zaha, Christian Kwame en pointe. Donc logiquement, avec ces joueurs-là qui portent beaucoup le ballon, on devait pouvoir faire la différence. On ne comprend toujours pas que cette équipe qui s'est imposée ici, 3 buts, et surtout quand ils rentrent, c'est à partir pratiquement de l'heure de jeu qu'ils décantent la situation. C'est quand même difficile à comprendre, mais bravo à l'équipe de Lesotho, qui a vraiment défendu souvent en neuf. Elle nous a mis en difficulté, on a porté le ballon. Mais c'est comme ça, je suis d'accord avec Doucouré. En même temps, aussi, chaque match a sa réalité. Hein. Oui, chaque match a sa réalité. On aurait voulu s'imposer, mais on a pas mal joué. On peut faire un match nul, pas parce qu'on a été mauvais, mais peut-être parce que l'adversaire était discipliné tactiquement. Mais en même temps, si, je vois ici à la 60e minute, on fait rentrer deux joueurs assez percutants. On sort, bon, c'est plutôt Jérémy Boga et Konaté Karim qui entrent ou qui sortent? Parce que là, oui, effectivement, Jérémy Boga, minute, moi je t'ai déconnecté. Hein. Oui, à l'heure de jeu, il y a plus qu'on attendait. Alors à l'heure de jeu, il fallait absolument opérer des changements. On fait donc rentrer Jérémy Boga à la place de Crespo. Ils évoluent tous dans le même registre. Ils portent le ballon. Ils savent donc provoquer, un peu comme Wilfried Zaha. Et puis derrière, on fait rentrer Konaté Karim, la pépite de l'ASEC Mimosa. Du coup, on joue avec Konaté Karim et Christian Kwame devant. Et derrière, dans le couloir, vous avez Wilfried Zaha. Et puis, on va dire, Jérémy Boga, qui était donc censé apporter des ballons à nos deux attaquants, on va dire, qui jouaient carrément devant. Mais là encore, ça n'a pas marché. Je suis d'accord avec Doucouré. On ne frappait toujours pas au but. Il faut aussi reconnaître que la défense, parce qu'il y a quand même 16 corners dans l'ensemble de la partie, dont 9 en première période. C'est-à-dire que la défense du Lesotho jouait regroupée. Et du coup, il se dégageait souvent même en corner. On a eu beaucoup de corners. Et quand vous avez deux équipes qui se tiennent, la différence se joue souvent sur le coup de pied arrêté. C'est quand même difficile, non, Kevin, de comprendre, de savoir qu'on a eu 16 corners et on n'a pas été dangereux sur aucun des corners. Sur tous les corners qu'on a eu, on n'a pas été dangereux. C'est un peu difficile quand même, avec tous les techniciens et tous les tacticiens qu'on a au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bon. Moi, je me dis, comme je l'ai dit, peut-être que c'est le dispositif de l'équipe adverse qui était bien en place. Ils ont dû étudier les Ivoiriens bien. Ils ont fait déjouer les Ivoiriens. Ils ont fait déjouer les Ivoiriens. Mais après, c'est le foot. Il n'y a plus de petites équipes. Il va falloir se concentrer sur tous les matchs et aborder, avoir toujours des bons résultats. Kevin, merci d'être venu partager ce temps d'antenne avec nous. On souhaite bonne chance dans le championnat roumain, c'est ça, la saison prochaine. Voilà, merci d'être venu à Matin Bonheur. Nous, on est toujours calés, on continue. Ngomblé, merci. Nous allons poursuivre dans le déroulé de notre émission. On va recevoir une deuxième vague d'invités. On était avec Ngomblé tout à l'heure et là, nous sommes avec deux dames. Mesdames, bonjour. Madame Bakayoko Mawa, écrivaine et blogueuse, auteure de plusieurs livres, parmi lesquels un best-seller dont on va tirer quelques éléments des échanges qu'on va avoir aujourd'hui. Et Madame Gay Oué, enseignante et initiatrice d'un camp dans lequel on accueille des jeunes en difficulté. Vous l'avez bien compris, nous l'annoncions en début d'émission, on va parler des jeunes et des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et déjà, parmi ces difficultés, on cite parmi les axes sur lesquels nous allons nous appuyer au cours de nos échanges, la drogue, la délinquance, l'alcool, le sexe aussi, en tout cas tout ce qui est débauche. Tout à fait. Madame Bakayoko, on démarre avec vous. Oui. Je dis pour parler de ce sujet, sinon de ces sujets qui sont tellement intéressants et surtout qui concernent l'avenir de notre pays, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un premier temps? Effectivement, c'est un constat assez grave et assez préoccupant
quand on parle de drogue, on parle d'alcool, on parle de prostitution, c'est une question éducationnelle. Et donc, du coup, on est tous concernés. On est concernés et du coup, on regarde qu'est-ce qui entraîne cela. Oui. Qu'est-ce qui pousse ces enfants à aller prendre de la drogue? Comment les enfants sortent de ce système pour se retrouver sous l'emprise de la drogue? Qui fournit la drogue? Qui leur donne? Effectivement, il faut se poser 1001 questions afin de trouver les bonnes réponses. Parce qu'aujourd'hui, il faut donner des réponses, mais pour donner les réponses, pourquoi les enfants arrivent à la drogue? Généralement, ils sortent, il y a une faillite éducationnelle. Généralement, ils font de mauvaises rencontres. Ils se retrouvent avec des vendeurs qui cherchent des clients. Ils deviennent des proies faciles parce que tout simplement, ils n'ont pas encore l'esprit assez fort pour échapper à cette emprise-là. Et c'est tout cela qui entraîne, je dirais, cette prise de drogue, cette prise d'alcool. Et du coup, ils échappent à l'éducation, ils échappent à la famille. Bon, pour Madame Gueye, oui, vous qui êtes enseignante, qui avait un établissement, Plutôt dans un établissement, mais pas enseignante. Oui, vous travaillez dans un établissement, merci pour la correction. Vous qui êtes toujours au contact des enfants depuis le bas âge, comment vous pouvez expliquer de votre regard d'expert le fait que des enfants sortent du système éducatif et après se retrouvent dans les rues à consommer de la drogue, par exemple? Merci. Tout part déjà du concept même de la famille. Qu'est-ce qui se passe en famille? Nous avons des enfants qui vivent en situation monoparentale, c'est qui jouent effectivement aussi sur eux. Nous avons des enfants adoptés, nous avons des enfants dont les parents ne sont pratiquement jamais là et qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont livrés au personnel de maison. Et comme l'a dit Madame tout à l'heure, s'ils n'ont pas la capacité à dire non aux mauvaises fréquentations, ben, ils deviennent des proies faciles. Nous avons aussi des personnes, je dirais, en griffe des recruteurs qui, généralement, se positionnent aux abords des établissements et donc présentent leurs produits comme étant une solution aux problèmes des enfants. Je peux dire, par exemple, un jeune avec qui j'ai discuté qui disait comme ça que le revendeur lui disait, avec ce produit, tu seras très intelligent à l'école et voilà, tu seras très intelligent à l'école, les maths n'auront plus de secret pour toi et en plus de cela, si on te tire là-dessus, tu as la capacité à bloquer cette balle. Tirer, c'est-à-dire avec une arme. Oui, exactement. Et donc ces enfants émerveillés là, donc facilement, ça donne à cette consommation. Et puis, ils ont leur technique aussi promotionnelle. Bon, la première dose, par exemple, est gratuite. Donc, l'enfant, il essaie. La deuxième dose aussi. Et ensuite, la troisième, 50% de remise. Et puis, petit à petit, l'addiction naît. Voilà. Donc, je dirais, tout part de la cellule familiale. Apprenons à dire à nos enfants comment dire non, comment résister à la tentation. Voilà. De ce que proposent ces revendeurs. Dans tout ce que vous dites, vous deux, la cellule familiale est mise en cause parce que, bon, je dis, c'est de là-bas que tout part. Tout à fait, c'est la base. Comment faire pour justement aider les parents? Parce que les parents ont besoin d'aide aussi, parce qu'apparemment, ils n'arrivent pas, pour certains, à pouvoir gérer leurs enfants. Et ces enfants-là, qui, comme l'a dit Mme Gueye, qui sont livrés à eux-mêmes pratiquement, eh bien, ils sont des proies faciles. Mme Gueye a sorti des pistes. Je prends l'exemple d'une famille monoparentale où c'est maman seule qui est là. Oui. Du coup, maman, quand elle sort le matin, il n'y a plus personne derrière pour faire le travail. Elle ne va rentrer qu'à 21h. Du coup, c'est la servante qui prend le relais. Oui. Or, la servante, comme je le dis, l'éducation, c'est d'abord... Toute éducation est idéologique. Quand la fille vient, quand cette fille-là vient du village et qu'elle devient, c'est elle qui doit éduquer ton enfant, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Et quand maman rentre à 21h, l'enfant, il a fait tout ce qu'il y avait à faire, notamment rencontrer ses dealers, rencontrer des mauvaises fréquentations et puis revenir à la maison. Et donc, aujourd'hui, la mère doit comprendre que moi, je suis seule. Oui. Et donc, je dois créer un système où je peux encadrer mon enfant étant seul. Et c'est possible de faire. C'est possible de le faire en ayant un rapport régulier avec l'école, en ayant un rapport avec le voisinage. Parce que l'enfant, même si tu le dis que si autour il y a encore de la gangrène, c'est sûr que ça va l'entraîner. À nous de pouvoir être plus sociables, de pouvoir créer les conditions de maintien de l'enfant dans un cadre commode. Et cette mère monoparentale, qui n'a pas voulu certainement, mais qui est confrontée à l'éducation de sa fille, qui doit absolument agir. Et c'est à elle de comprendre que
si mon enfant rate, quel que soit ce que je vais avoir plus tard, je ne serai pas heureuse. Et c'est à moi de créer les conditions pour garder l'enfant de manière correcte. Il faut créer des coussins pour retrouver l'enfant à chaque fois. En tout cas, comme l'avait dit, créer des coussins pour retrouver l'enfant à chaque fois. Mais je veux dire, parmi les mots auxquels ces jeunes-là sont confrontés, dont on parle, il n'y a pas que la drogue. Il y a aussi la débauche sexuelle, voilà, tout le corollaire là, qui va avec. Hein. Tout à fait. Sur la prostitution, risques, oui. On repart à la cellule familiale. Oui. La prostitution, aujourd'hui, ces jeunes filles de 14, 13 ans qui se retrouvent dans la prostitution, parfois avec la complicité de certains parents, qui disent à leur fille, mais ramène-moi quelque chose, tu ne vois pas l'autre à côté qui fait ceci, qui fait cela. Toujours la cellule familiale, c'est à nous de leur dire, il faut qu'on assainisse la cellule familiale, il faut qu'on arrive à donner quand même quelque chose de potable aux enfants avant de les lâcher. Parce que parfois, les parents, eux-mêmes, ils ont un manque d'éducation. Parce que souvent, on ne donne que ce qu'on a reçu. S'ils n'ont pas reçu d'éducation, évidemment, la chaîne va continuer. Avec leurs enfants, ça va se poursuivre. Madame Gay, on va passer par une petite transition juste derrière. On va aller faire connaissance avec ce que va nous proposer Vanessa Amibara aujourd'hui dans Tuto Malien. À tout à l'heure. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Aujourd'hui, je vois des pinces à linge, mais bon, le résultat que ça nous donne ici, ça a l'air très, très, très intéressant. Tu vas nous expliquer comment tu as fait tout ça. C'est assez astucieux. Hein? Ben, comme on voit, j'ai utilisé des pinces en bois. Oui. On peut le faire avec les autres pinces aussi, hein, ou bien les pinces en bois. J'ai pas essayé, parce qu'avec le pistolet à colle et tout, et l'autre, c'est en plastique. Oui, oui. Je ne conseille pas trop. OK. Donc, pour déboîter, c'est très facile. Ça se fait comme ça. Voilà. Voilà comment ça se présente. On va les joindre dans le sens contraire. Oui, donc dos à dos. Dos à dos. On va avoir ce résultat avec un trou au milieu. Oui. Et on va les coller. Toujours avec le pistolet à colle. Le pistolet à colle, faire toujours attention. Ça brûle, hein? Ça brûle. Vanessa ne le dit pas assez, mais quand elle finit de réaliser ces éléments-là, ça brûle. Souvent, ça chauffe sur les doigts. Et il faut effectuer ce mouvement sur une surface plane afin que ça suive le mouvement. Oui. Voilà. Sur une surface plane afin que ça suive le mouvement. Et l'assemblage que vous faites là, Vanessa, il prend combien de temps? Bon, l'assemblage peut prendre facilement 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes. Et puis la taille, hein, on donne la taille qu'on veut. Hein. On donne la taille qu'on veut. Oui. Souvent, les pinces à linge, selon la dimension, peuvent nous imposer la taille. Ah, OK. Parce que c'est deux demi-cercles qui se forment. Oui. Et toujours, comme en mathématiques, il faut qu'il y ait une égalité. Oui. Donc, ça peut être à 6 pinces, ça peut être à 12 pinces, ça peut être à toujours dans un nombre pair. Moins pair. Bon, pendant que Vanessa est en train de monter ces éléments, je veux dire, l'équilibre, il est parfait. Hein? Pendant que Vanessa est en train de faire son montage, hein, nous, on va rejoindre Madame Bakayoko et Gay Oué. Je prononce bien, hein? Oui. Gay Oué, OK. J'imagine que quand les parents ils vous envoient leurs enfants, je veux dire, c'est la détresse totale. Ils s'ouvrent à vous, ils vous disent que ça ne va pas, aidez-nous. Ce sont des cris de détresse et tout cela. Et donc, quand les enfants sortent de ces camps, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait pour éviter justement qu'ils replongent? Parce que quand ils sortent, je veux dire, ils repartent dans les éléments qui les avaient contraints à devenir des cas sociaux. Exactement. Déjà, un des objectifs du suivi psychologique, c'est apprendre à l'enfant à dire non. Déjà ça, à dire non, quel que soit ce qu'on te dira, que tu sois sujet de raillerie, de moquerie, dis tout simplement que toi, ça, tu n'y touches pas. Déjà ça. Ensuite, durant la période de retraite de l'enfant, nous associons régulièrement les parents. Je dirais que les enfants ne sortent pas du camp. Ils ne sortent pas du camp, mais les parents sont tenus d'envoyer régulièrement des capsules vidéo via WhatsApp aux enfants. Les enfants écrivent des lettres, parce que dans nos camps, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'Internet. Ah ben ils sont vraiment coupés du monde. La lecture est face à la nature.
le sport et tout ce que vous pouvez imaginer comme activité ludique, les jeux d'échecs, etc. Donc, les parents sont associés. Par exemple, quand l'enfant écrit une lettre que nous envoyons aux parents, le parent a 10 jours pour répondre à la lettre. Pourquoi 10 jours? Voilà, le parent a 10 jours. Tous les 15 jours, le parent doit faire une petite capsule vidéo via WhatsApp que nous projetons et que les enfants regardent. Le fait de savoir que je suis internée ici pendant 1 an, mais maman m'envoie des vidéos, vas-y mon poussin, tu vas y arriver, quand tu vas sortir, on va faire ci, on va faire ça. Ça aide l'enfant à vraiment se donner davantage. Et je tiens à dire, le camp Zoé n'est pas une prison. Ce n'est pas une... Bon, ça en a tout l'air, en tout cas, c'est ce que j'allais dire. L'enfant accepte d'y aller. Oui. Donc, avant de rentrer au camp, il y a déjà 2 écoutes psychologiques qui sont prévues. Il faut expliquer à l'enfant, lui montrer des photos. Pourquoi il vient là et pourquoi c'est important pour lui. Il accepte d'y aller et il signe un engagement. Donc, ce n'est pas une prison. En tout Quand cas, l'enfant dit non, heureux de savoir, quel que soit ce que le parent dit, l'enfant n'intègre pas. Heureux de savoir que ce n'est pas une prison. Vanessa, on vous revient, dites-nous, ça a avancé. Hein? Bien avancé. Bien, je veux dire, ça... on est à la fin. Bel objet de décoration. Hein? Oui. Hein? Ça, pour la table à manger et puis d'autres espaces de la maison aussi, bien évidemment. C'est bien cela? Oui. Donc, il va nous rester ça lorsque c'est fait pour le poser sur cet élément. C'est-à-dire qu'on a joint 4 demi, on va dire la moitié de la pince. Oui. Et on va juste coller les 2 extrémités. En fait, quand Vanessa le fait, vous avez l'impression que c'est facile. Hein? Si, c'est facile. Mais c'est l'habitude qui fait qu'elle manie avec dextérité comme ça. C'est très facile. Le pistolet à colle. C'est très facile, Renaud. Avec un peu de volonté, on y arrive. C'est très facile. Voilà, il faut bien fixer. Déjà, c'est déjà posé. On peut voir. Oui, là, on a déjà l'élément final. L'élément final. Ça peut servir aussi pour... on peut faire des sous-plats avec. Oui. Des sous-plats, ah oui. Oui, des sous-plats avec. On peut réaliser pas mal de choses avec. Oui. Toujours avec les pinces? Hein? Avec les pinces. Ça garde l'équilibre. Pardon? Ça garde l'équilibre. Oui, c'est ce que j'allais poser. Avec des sous-plats, ça garde parfaitement l'équilibre. Ah ouais. Bon, il faudra nous proposer ça aussi pour que les téléspectateurs voient. Hein. Mais toujours attendre que la colle puisse bien sécher. Oui. Et voilà le résultat. Oh, c'est joli. Voilà. On pose nos mouchoirs à l'intérieur. Oui. Ça fait design et... C'est vraiment beau. On peut passer un peu de peinture acrylique de son choix. Oui, justement, puisque la couleur acre qu'on voit là, c'est de la peinture que Vanessa a passée là-dessus. De la peinture acrylique à l'aide d'une petite éponge, une petite mousse, et ça passe. Vanessa, merci pour tous ces éléments et tous ces tutos que vous nous proposez tous les vendredis. J'ai essayé de reproduire ça à la maison avant que mes filles ne le fassent. Moi-même, je vais donner les pinces. Je vais donner les pinces avant que celles qui sont sur le corps d'Alain ne souffrent. Merci d'être venue, Vanessa. Et puis, on va se retrouver vendredi prochain pour un autre tuto malin. Un autre tuto malin. Allez, merci infiniment. Nous, on continue d'échanger sur le plateau ici avec Madame Gay. Vous avez dit le camp Zoé n'est pas une prison. C'est important de le relever. Il ne faut pas que les enfants pensent, pour ceux qui seront en difficulté, qu'on devrait adresser, par exemple, à votre camp, qu'ils s'en vont en prison. Ce n'est pas une prison. Ils acceptent d'y aller. Des parents nous envoient des enfants. Quand la psy écoute l'enfant, l'enfant dit carrément, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. On le laisse, mais on continue en griffe de lui expliquer ce qu'il va faire. Il regarde des photos, il voit des capsules vidéo. Parfois même, nous permettons des rencontres entre le futur pensionnaire et l'ex-pensionnaire pour lui dire... Voilà, j'étais comme ci, j'étais comme ça. J'ai fait tel nombre de temps au camp. Aujourd'hui, je suis coiffeur, j'ai mon petit salon de coiffure où j'ai une petite imprimerie. Voilà, donc l'enfant se dit, donc c'est vrai, je ne vais pas en prison, etc. Et puis, il accepte d'y aller, il signe l'engagement.
et s'ensuit le reste de la procédure. En parlant d'accepter d'y aller, bon, par exemple, je veux dire, j'imagine que les traitements par rapport aux différentes formes d'addiction auxquelles les enfants étaient confrontés, les traitements sont différents. Pour quelqu'un qui était accro à la drogue, pour une jeune fille qui était prostituée, c'est quoi les traitements que vous appliquez pour chacun des cas? Déjà, là, le service militaire, il est identique pour tout le monde. Okay. Voilà. Quand on dit réveil à 4h03 minutes, c'est réveil à 4h03 minutes. Bon, merci d'être venu partager l'expérience du camp Zoé avec nous, Madame Bakayoko. Merci d'être venu. Kevin Doucouré, merci à toi aussi également d'être passé nous saluer. Nous, on vous remercie infiniment d'avoir été en notre compagnie tout au long de cette semaine. On est très heureux de vous avoir servi depuis le lundi dans cette émission Matin Bonheur, la seule et unique matinale de Côte d'Ivoire. Bon week-end sur les antennes de RTI 1 et on se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant. Allez, bonne journée.